Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Alors ça va être, c'est une grosse journée nucléaire après, mais je demanderai à mes invités, moi j'ai l'impression qu'on a fait le tour du débat nucléaire. Je ne sais pas s'il y a tant de choses à dire que ça sur le nucléaire. Voilà. Mais sinon, alors, on a plein de choses à dire sur d'autres sujets. Tiens, il y a un truc qui m'intéresse parce que j'ai deux entrepreneurs, un économiste. Autour de France 2030, on a là Bruno Monel qui a donné, on en parlait déjà hier, son mode d'emploi ou avant-hier, son mode d'emploi sur la façon dont il veut gérer ces 50 milliards. Hein, c'est finalement à peu près 50 milliards dans le plan de relance. Donc ça m'intéresse de savoir ce qu'en feraient ceux qui sont autour de la table de ces 50 milliards. On a toujours les secousses sur la tech. Et puis, tiens, petit élément aussi autour des RH. Un manager doit-il être emmerdant? On gardera le temps de poser cette question. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Erwan Tizan. Salut Erwan. Bonjour Stéphane. Directeur des études de l'Institut Sapiens. Luc Breton. Salut Luc. Salut. Fondateur de Next Gen Enterprise Summit. Et puis Bruno Maisonnier. Salut Bruno. Salut Stéphane. Another Brain, intelligence artificielle. Alors, parlons tout de suite du nucléaire, parce que je le disais en sommaire, moi ça y est, j'ai fait le tour du sujet, il ne m'intéresse plus. Donc, je vous laisse parler. Vas-y, Erwan, à part que de temps perdu, qu'est-ce qu'on peut dire encore de nouveau sur le nucléaire? Ouais, il y avait un article très sympa ce matin dans le Figaro de Bertille Bayard, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le récit de la conversion d'Emmanuel Macron au nucléaire, justement, depuis 2014. Et en fait, on peut mettre ça un peu en parallèle avec le désamour et l'espèce d'amour-haine qu'il y a eu en fait, entre l'appareil public, l'appareil d'État et justement cette formidable technologie qu'aujourd'hui tout le monde nous envie. On est en train peut-être de casser notre jouet. EDF. On va le reconstruire, là, ça y est. On va le reconstruire, mais bon, c'est que de temps perdu et surtout c'est dommage parce qu'on a fortement affaibli justement un acteur qui joue d'une crédibilité internationale extraordinaire. Aujourd'hui, pas un seul réacteur nucléaire ne se construit dans le monde sans justement qu'il y ait un ingénieur EDF qui soit pris comme consultant. Donc peut-être que je pense que le nucléaire, effectivement, on a tout dit, mais pour résumer, je pense que malheureusement, c'est un peu le défaut de la France là-dessus. On a eu raison beaucoup trop tôt. On a une technologie d'avance que personne n'a vue justement à maturité avant nous. Et on s'est dit, peut-être que si personne ne le fait, c'est qu'on a forcément tort, alors qu'en fait, on avait juste raison avant tout le monde. Souvenons-nous qu'au moment de son introduction en bourse, EDF, ce qui était peut-être une connerie, hein, mais EDF était à un moment la première capitalisation boursière de la place Exactement. de Paris. Ce qui énerve énormément d'ailleurs à l'époque Christophe de Margerie, le patron de Total. Bruno, j'adore ta formulation, que dire on a un peu fait le tour. Ouais, moi, je trouve qu'on a un peu fait le tour, on sait où on va. Enfin, voilà, j'aime pas bien la formulation on avait raison avant tout le monde, parce que ça c'est un truc aussi de start-upper. C'est une start-up qui se plante, c'est parce qu'elle avait raison avant tout le monde. Non mais c'est pas une start-up EDF, Bruno, je le sais bien, mais je veux dire le message de dire on avait raison avant tout le monde. Mais ils sont pas plantés. Non, mais ça veut juste dire qu'on n'a pas réussi à le transformer, à le faire. On les a plantés, ça. On les a plantés, c'est l'État actionnaire, c'est effrayant. Par contre, il y a une petite remarque de Perlevat dans les Échos sur le rôle, et moi ça c'est un sujet qui me tient à cœur, mais même sur d'autres sujets. Alors attends, je vais le lire, effectivement c'est intéressant. Donc Jean Perlevad, hein, qui a été à un moment dirigeant du Crédit Lyonnais, enfin pas la mauvaise période du Crédit Lyonnais, la période de redressement et d'affrontement contre Bernard Tapie, donc qui écrit régulièrement dans les Échos, notamment sur des sujets de gouvernance. Il parle donc des dernières obligations faites à EDF de vendre 20 TWh supplémentaires d'électricité, qu'elle n'a plus d'ailleurs, à ses concurrents. Alors il écrit « La responsabilité tant individuelle que collective des administrateurs est engagée. D'après les statuts même d'EDF, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Et donc Perlevad écrit « Étant donné tout cela, le conseil d'administration devrait démissionner comme un seul homme, massivement. » Enfin, personnellement, je pense qu'il a absolument raison. Oui, moi aussi. Et je pense que la responsabilité on va dire des politiques, mais de premier rang ou les seconds couteaux de politique, est un sujet hyper complexe. On voit bien Édouard Philippe, il sort à peine de Premier ministre, paf, il se fait attaquer sur le Covid. Et donc, forcément, ça frise tous les autres qui, depuis, passent leur temps à se protéger. Puis, à contrario, je ne sais pas si je prends des sujets comme l'éducation nationale, où on a tous vécu la méthode globale. Pendant un moment, c'est ce qu'il fallait faire. On a sacrifié des générations de gamins. Maintenant, on sait que c'était vraiment des conneries dogmatiques. Mais qui est le responsable de ça? Il y a bien eu des responsables. Et je trouve que la responsabilité des politiques, c'est un sujet vachement complexe. T'as raison. Mais il y a quand même, disons-le, alors je ne sais pas, je ne veux pas employer des mots trop forts. Responsabilités, hein, mais une forme de lâcheté de la part du conseil d'administration. Oui.
alors oui, protester très fortement, mais finalement de laisser faire. Ouais. Après, je ne sais pas si une démission collective paralyserait le processus, j'en sais rien. Luc ? Moi, je pense qu'il y a un manque de courage absolu dans ce dossier, côté politique, côté économique aussi. On n'aurait jamais dû fermer Fessenheim. C'est une centrale qui pouvait encore durer un bon moment. On avait une expertise. Alors moi, il se trouve que je suis président du conseil d'administration d'école d'ingénieurs qui est à Marseille, qui travaille avec Cadarache, qui est probablement un des lieux de recherche sur le nucléaire au monde les plus avancés, sur lequel on imagine le futur du nucléaire, qui n'est pas ce que l'on connaît, ce que l'on maîtrise aujourd'hui, qui va permettre de générer à partir d'atomes des quantités d'énergie qui ne sont plus dans l'imagination linéaire de ce que peut produire le nucléaire, qui vont complètement disrupter ce que l'on connaît aujourd'hui probablement, qui sont des programmes mondiaux. Il n'y a pas que les Européens qui investissent à Cadarache dans le futur du nucléaire. Je pense qu'on avait une filière là d'ingénieurs français extraordinaires, très en avance, qui allaient installer ces filières avec sûreté en Chine, au UK, partout en Europe, dans le monde, pour faire simple. On a fait du stop and go avec une certaine lâcheté. Aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que finalement, les vrais écologistes se rendent compte que là, on a quelque chose qui peut nous permettre de baisser l'impact carbone drastiquement sans faire du washing. Il ne faut pas oublier, je discutais encore avec un investisseur dans les startups, que pratiquement toutes nos fameuses licornes françaises, là, les 26 dont on est si fiers, et on a raison de l'être, elles tournent sur du charbon qui alimente des data centers qui sont en Irlande. Donc on a un grave problème de cohérence. Je pense que le nucléaire, de ce point de vue-là, nous permettait de tirer notre épingle du jeu, d'être à la fois fort sur l'impact, fort sur la technologie et de préparer l'avenir. Et qu'on a fait du stop and go ridicule. On s'est fait redoubler probablement par les Asiatiques et les Chinois en particulier là-dessus, les Russes également. Tu sais que c'est quand même terrible. Et tu le sais en tant qu'ingénieur, c'est que sans doute, alors c'est le patron d'Assystem qui était venu nous le dire quand on avait fait, donc qui lui est un des grands groupes d'ingénierie qui va organiser notamment les chantiers de cette relance nucléaire. Et en termes de compétences, c'est sans doute les Russes qui vont venir construire une partie de nos réacteurs. On en est là aujourd'hui. Oui, mais voilà, non, mais c'est intéressant. C'est juste intéressant de le et en 2000, la France était leader mondial des drones. Aujourd'hui, on est derrière les Américains, les Turcs, etc. Bon. Mais c'est le passé. Ce qui est intéressant, c'est l'autre sujet aussi sur France 2030. Alors allons-y. Parce que ça, c'est l'avenir. Alors allons-y. Ça, c'est bien, ça. Mais Bruno, moi, je pensais à toi. Tu fais quoi ? Donc, alors, je redonne, je l'avais donné hier. Moi, je trouve ça très intéressant, ou avant-hier, on en avait parlé. Donc, Bruno Bonnel. Tout le monde connaît Bruno Bonnel, entrepreneur, historique notamment du jeu vidéo, Atari, Infogrames, entrepreneur lyonnais, investi dans la robotique, et qui donc est en charge du plan France 2030, 50 milliards d'euros à peu près, puisqu'il y a des restes des plans précédents. Et donc il dit, nous ne chercherons pas de retour sur investissement, ce qui est soit dit en passant une logique radicalement inverse à celle de la BPI. 50% des sommes doivent être fléchées vers des acteurs émergents et il faut reconnaître à l'État le droit à l'échec. Bruno, qu'est-ce que tu ferais ? Moi, je trouve que c'est génial ce projet France 2030, on va voir comment ça se passe. Mais ce mode d'emploi... Oui, mais justement, à cause du fait que c'est piloté par Bruno Bonnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a une énergie, une intelligence et qui connaît un peu ces sujets. Après, il a ses points de vue comme tout le monde, mais c'est quelqu'un qui est bien à la bonne personne. Notamment tes sujets de robotique, là, il connaît bien. Oui, mais pas que, il connaît la techno plus globalement. Après, je pense qu'un des problèmes qu'avait, on va dire, la France et d'autres, c'était qu'en face, on a des Américains où il y a des milliardaires qui ont gagné de l'argent dans des générations d'Internet, etc., qui du coup peuvent parier sur leur fric personnel. Alors que nous, on est obligé d'avoir on a toujours des mandants, qu'on soit un fonds d'investissement, le gouvernement, on a des gens à qui on rend des comptes. Et donc, ça empêche de prendre des paris. Voilà. Et donc ça, je trouve génial de prendre des paris. Et donc l'État doit se comporter comme un milliardaire américain, quoi, comme un milliardaire de la tech. Non, mais j'aime bien l'image. Si on veut être en avance, si on veut sauter des générations, ça suppose de prendre des paris.
parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va être. Et donc, prendre des paris, ça veut dire accepter de perdre de temps en temps. Donc, prendre des paris et ne pas saupoudrer, mais concentrer sur certains. Voilà. Et ça, je trouve ça génial, je trouve que c'est essentiel, c'est vachement bien joué. Et avec Bruno Bonnell qui pilote, je trouve que l'État se démerde bien. Et vis-à-vis de BPI, c'est un mode de fonctionnement radicalement différent. Mais du coup, c'est bien d'avoir une complémentarité et d'avoir les deux. Moi, je trouve ça bien. BPI ça à plaît, l'époque, ça, hein. non, et puis BPI à l'époque, Nicolas Dufourcq, donc le patron de BPI, à l'époque, son obsession, c'est de retirer la main politique du Grisby, Oui, tu vois, oui, voilà. oui. Et il y a la main de Ségolène Royal, on s'en souvient. Donc l'idée de dire, c'est l'argent des Français, faudra le leur rendre, pas question d'investir dans les canards boiteux, etc., etc. Je crois que c'est surtout pour sortir les politiques de cette affaire. Prendre des paris, c'est essentiel. Si on veut faire sortir des technologies qui sont pas comme tout le monde et donc qui sautent des générations, ce dont on a besoin, parce que les autres ils sont plus gros, plus riches et donc ils feront toujours mieux que nous. Sauf si on saute des générations. Et ça, c'est prendre des paris. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Moi. Luc, t'es d'accord ? Moi, j'ai une confiance totale en Bruno Bonnell, que je connais très bien. Et je pense que c'est quelqu'un qui connaît ces sujets. Il n'aurait pas fallu un gars de 30 ans. Non, parce que il a l'expérience des échecs aussi. Il a fait des choses, il s'est planté, il a trébuché, il a pris des coups. En plus, il connaît maintenant bien le politique. Et pour en avoir discuté avec lui de manière très franche, je pense que voilà, il s'attendait pas à la rudesse et au caractère quand même pénible. Alors, ce qu'on avait discuté ensemble aussi, il faut le dire, à l'ennui profond d'un certain nombre de journées dans les ministères, à s'appuyer des discours lénifiants sans queue ni tête. Voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a à la fois l'expérience technologique, l'expérience maintenant du politique, qui a vu le vrai visage du politique. Et franchement, moi, tous les matins, je me dis... que je les supporte de tout mon cœur parce que j'aimerais pas être à leur place. Mais vraiment, c'est pas condescendant, c'est vraiment de l'admiration que j'ai pour eux de s'engager comme ça dans la politique. Et sur l'âge, ce que vous avez dit tous les deux, je trouve ça important. Il s'est planté, Bruno. Mais tant mieux. C'est-à-dire que la question, c'est pas un problème de se planter si on en tire des leçons. Et il est capable il le fait. Parce qu'on passe son temps à critiquer les Français collectivement, qui ne parient que sur les gens qui réussissent. Donc, là, il y en a un qui s'est planté de temps en temps, pas tout le temps, mais qui s'est planté de temps en temps, qui en a tiré des leçons, et je trouve ça bien. Et c'est vrai que l'âge amène aussi ça. Et il a vu, notamment dans la robotique, puisque moi, quand j'étais patron de l'innovation d'Orange, on parlait beaucoup des robots, et il a vu à quel point, quand même, certaines choses prennent beaucoup plus de temps que prévu, d'autres, au contraire, vont plus vite. Donc cette expérience, il l'a, et je pense que ce qui est important dans les facteurs clés de succès que tu as rappelés, c'est d'investir sur des technos et des équipes émergentes qui ne sont pas encore dans les magazines ou qui n'ont pas encore levé, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment un facteur clé de succès. Et puis accepter de perdre, c'est la base de l'innovation. Sinon, il faut faire autre chose. Voilà, mais mais tout ça est très intéressant. Donc moi, je valide. En tout vous allez presque finir par me convaincre de l'utilité de ce bousin. Erwan, j'espère que tu vas me ramener sur des terres plus dynamiques. L'idée de dire, mais c'est pas le boulot de l'État de faire ça, forcément, il va être pris dans une masse de conflits d'intérêts considérables. Et tout Bruno Bonnell qu'il est... je ne sais pas si tu peux résister. Erwan, à quoi tu penses? Non, moi je suis d'accord avec mes camarades. Surtout compte pas sur moi pour désinguer ça. Mais... Ah bah alors, je vais être tout seul à le désinguer. Non, déjà la logique est super. Et puis moi, je me rappelle de Bruno Bonnell. Moi, je l'avais suivi un petit peu quand il était chez Navia, enfin quand il était proche de Navia, notamment à l'époque, parce que je m'intéressais déjà à la voiture autonome. Mais il a donné une interview au 15 août, quelque chose comme ça, 2017, dans l'Opinion, qui était absolument extraordinaire de fraîcheur, où il avait dézingué le milieu politique, l'Assemblée et même la majorité, en disant effectivement, ça faisait 2 mois qu'il était élu, en parlant justement du fait qu'en fait ils n'avaient pas de vision, etc., et que lui essayait d'apporter ça. Donc le fait qu'il ait à la fois connu l'échec, à la fois connu le succès, et surtout connu à la fois l'inertie administrative, je pense qu'effectivement ça sera beaucoup mieux qu'un start-upper de 30 ans ou même un économiste ou quoi que ce soit de 30 ans qui arriverait plein d'étoiles dans les yeux et qui malheureusement se prendrait là. Disons qu'il a déjà eu des déceptions, donc déjà ça pourra aider. Ensuite sur le côté, moi je pense qu'effectivement il a un petit peu un profil un petit peu du fond de pouvoir faire justement tampon par rapport aux politiques. Alors après, oui, et puis il est capable de claquer la porte, lui. Si jamais, oui, mais pas... tu vois, ce qu'un gars très très respectable, par exemple, je pensais à René Ricol qui pilotait le grand plan d'investissement de Nicolas Sarkozy, éminemment respectable, René Ricol. C'est avec lui qu'on avait monté notre opération formidable, 3 minutes pour convaincre. Il nous avait ouvert ses bureaux, il nous avait apporté tout le soutien qu'un homme de sa puissance pouvait apporter.
Mais il n'aurait jamais claqué la porte. Il aurait toujours essayé d'améliorer les choses. Vas-y, continue. Donc c'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est dans cette inversion de la logique justement qu'on a par rapport au risque. On a finalisé un rapport sur la e-santé, on en a finalisé un sur la R&D qui sera dans les prochains jours. Dans pas mal d'auditions qu'on a pu faire, que ce soit à l'INSERM, à Pasteur, au CNRS, etc., on a eu quelques témoignages où ils nous expliquent que le vaccin contre le Covid, par exemple, comme un exemple vraiment flagrant parmi d'autres, on l'a vu en mars 2020. On avait la formule, on avait les adjuvants, on avait à peu près tout. Le problème, c'est qu'il fallait des fonds. Et quand ils sont allés voir justement que ce soit l'État ou voir la puissance, certains investisseurs privés, ils leur ont dit oui, mais il y a 90% de chances que ça échoue. On s'est dit oh là là, mais attendez, vous vous rendez compte, on ne peut pas mettre ne serait-ce que 500 millions d'euros dessus. Les États-Unis, ils ont eu la même formule, ils se sont dit il y a 10% de réussite, on y va, on fonce. C'est énorme. Et cette inversion, donc peut-être que l'histoire aurait été différente d'ici là, mais on ne va pas réécrire, on ne va pas faire des téléologies ici, mais cette logique justement d'inertie, cette fait de dire il faut absolument que je me protège du risque, qui est quelque part aussi lié au principe de précaution, qui est un principe de précaution financier, c'est très bien que ça s'inverse. Moi, je dis banco, tu poses la question, qu'est-ce qu'on ferait en France 2030 ? J'ajouterai deux choses aux investissements effectivement ciblés, etc. Un mécanisme fiscal dédié justement aux ménages et aux entreprises. On a un de nos amis anglais... Nos voisins anglais ont fait un super... Nos voisins anglais ont un super programme. On est en plein tournoi destination, Stéphane. D'accord, ça reviendra à nos amis dans 2 mois. On a justement... Ils ont un formidable outil qui s'appelle l'EIS, Enterprise Investment Chain. C'est quoi ? C'est qu'en fait, tout particulier, c'est plafonné, tout particulier qui investit dans une entreprise à fort risque, dans une start-up ou une innovation qui a un fort risque, il peut déduire de son impôt sur le revenu une partie justement de ses pertes. On n'avait pas, nous, qui... On n'avait pas, mais t'es dans les... Sur le même mécanisme. C'est plutôt comme un Madelin, mais qui serait avec des plafonds largement supérieurs. Bien supérieur au Madelin. C'est un multiplicateur de 1,82 dans les études économétriques qui ont été faites sur place. Multiplicateur de quoi ? Multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire qu'en fait, quand ça a coûté 1 à l'État, en fait, ça a rapporté 2 derrière en recettes publiques et en PIB. Tu fais ce principe-là en disant du coup aux ménages qui n'ont pas du tout la culture du risque, qui a regardé les encours du livret A en France. Moi, l'État, je mets 50 milliards pour préparer 2030 sur des choses qui sont extrêmement risquées, extrêmement volatiles et tout. Suivez-moi, un petit peu comme un mécanisme de coassurance, comme avait fait le plan Juncker. Là, du coup, tu commences à infuser cette logique, et cette logique-là n'est plus partagée que par Bruno Bonnell, mais par des ménages investisseurs, justement, qui se disent le risque, c'est bien. Au début, l'État nous m'aide parce qu'on reste quand même en France, et après, justement, on peut développer ça. Ça fait penser au fonds commun de placement qu'a monté BPI France. Oui, tu sais, avec les 1500 lignes. Voilà, exactement. Ils sont sur 5000 lignes, je crois d'ailleurs. 5000 lignes. Ouais. Tiens, il faudra qu'on fasse le point d'ailleurs, savoir si ça. Mais en même temps, tu pouvais investir 5000 balles maximum. C'était 5000 euros maximum. Oui, c'est ça, 5000 sur 1500, pardon. 5000 voilà. Mais c'était pas. Ça a été lancé dans une période aussi qui était pas forcément la bonne. Mai 2020, c'était. Il y a eu un. Non, mais savoir si. Il y a eu un vrai succès. Il y a eu une vraie appétence au début, à tel point qu'en fait, ils ont commencé à lancer. Ils avaient lancé un autre produit qui était similaire quasiment à cela. Mais il y a la place dans ce pays justement pour l'investissement risqué et de l'épargne, de caractériser le cours d'épargne. Ouais, bien sûr. Sarko avait fait un peu ça aussi avec l'ISF. Oui, c'était épargne. Non, mais là, si je comprends bien, Erwan, c'est de dire, on a globalement les décisions d'investissement de France 2030 et on nous donne la possibilité d'en faire un projet de la nation, quoi. D'abonder. C'est la logique du plan Juncker, mais tu garantis le risque à hauteur d'un certain niveau par l'impôt sur le revenu. Tiens, alors, puisque... Moi, je reste quand même très très réticent sur l'ensemble de ces bousins. Le simple fait qu'il reste encore de l'argent du plan Sarkozy, si tu veux, te montre que... c'est le seul truc, c'est que des plans robotiques, des plans Villani, des plans sur lesquels on met 3 milliards d'euros, puis on se rend compte, le plan suivant, que les 3 milliards n'ont pas été consommés, on les réaffecte ailleurs. Exactement. Là, il faut qu'ils consomment, là. Parce que sinon, ça fout tout en l'air. Mais voilà, exactement. C'est ça le sujet. Et là, je compte sur Bruno Bonnell. Et donc là, on a le CHIPS Act de la Commission européenne. Pour moi, c'est la même chose, tu vois. Bon, alors 43... Et alors, je me disais justement, je pensais au plan Juncker. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, le plan Juncker ? Et ça devait refonder l'Europe, le plan Juncker, et puis... Le plan Juncker, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Il a été investi, effectivement. Il y a des centaines de milliards qui ont été investis au titre du plan Juncker. Alors, c'était 15 milliards à la base. C'était seulement 15 milliards. Mais en fait, c'est 15 milliards, mais avec un effet levier de x7, avec justement le co-investissement des investisseurs privés et certains investisseurs publics. Et après, il y avait un levier qui était cherché à plus 30, à x30, par justement abonder au niveau européen des différents ménages qui peuvent investir à travers différents dispositifs, à la fois publics et privés. Ça a été objectivement un échec.
et une réussite. Un échec, pourquoi ? Parce qu'en fait, malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout de la logique, malgré qu'il y a eu deux nouveaux abondements. Le plan Juncker a connu 2 ventilations nouvelles, avec justement un réabondement des fonds, parce que justement les fonds étaient... Mais ça a été un échec dans le sens où ça c'est pas devenu... Son objectif premier, c'était de devenir une politique communautaire à long terme, donc devenir un facteur d'intégration. Ça n'a pas été. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les majorités de blocage à l'Union européenne, etc. Il aurait fallu transférer certaines compétences politiques, etc. Mais ça a été une réussite d'un point de vue création d'emplois. On a vu plusieurs centaines de milliers de créations d'emplois directes. Ça, il y a plusieurs études économétriques qui ont été faites notamment par Eurostat, des créations d'emplois directes liées au plan Juncker et le développement de certaines innovations. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas tamponné, en fait. C'est que t'es pas, si effectivement, et je te fais toute confiance, il y a eu des centaines de milliers d'emplois en Europe créés grâce au plan Juncker, t'es pas le Intel Inside, tu vois, créé grâce au plan Juncker. Mais tu les as, Stéphane. Moi, je n'en sais rien. France Stratégie même avait fait aussi un rapport dessus, mais le problème, c'est que derrière... Faut lire l'ensemble de ces rapports, t'es le seul à les lire. Parce que malheureusement, c'est mon boulot. Mais... oui, je sais bien. mais tu vois, tu as toutes ces créations-là, et derrière, le problème, c'est que le politique arrive. Le politique, par exemple, le président de région, le président de département, il dit non, regardez, il y a eu tant d'emplois créés. Non, mais ça, c'est moi, en fait. C'est moi, parce que derrière, en même temps, sur la même période, j'ai créé 3 ronds-points, et corrélation vaut causalité, donc forcément, les 3 emplois, et des 3 ronds-points, ils ont créé 5 emplois dans la boîte de robotique du coin. Parce que derrière, après, tu as des dérives politiques et en communication. Et l'Europe est très mauvaise pour communiquer. En tout cas, l'ancienne commission... Mais il faut ramener un truc un peu... en termes de rendement, parce que créer 300 000 emplois, tu dis plusieurs centaines de milliers, mettons 300 000 emplois, ça fait des salaires de l'ordre, tout compris, charges comprises, de 25 milliards par an. Donc j'en sais rien. Si en tout on a mis 100 milliards pour obtenir ça, c'est moyen quand même. Donc il ne suffit pas de dire que ça a créé des centaines de milliers d'emplois pour que ce soit efficace. Certes, mais tu ne le sais même pas que ça a créé des centaines de milliers d'emplois. Tu vois, voilà. Et sinon, Chips Act... Luc, donc l'Europe veut investir 43 milliards pour quadrupler sa production de puces. Il y a un plan US à peu près comparable à 52 milliards de dollars. TSMC, à lui tout seul, sur l'année 2022, donc le fabricant taïwanais, c'est 36 milliards d'euros. C'est un peu ce que tu disais. Voilà. Oui. Alors là, c'est pas un milliardaire, mais c'est des géants. L'Europe, pour ça, va assouplir les règles sur les aides d'État. Les groupes extra-européens fabricants en Europe seront éligibles à ces aides et le CHIPS Act, donc qui a priori doit travailler sur la prochaine génération, ce que tu disais, Bruno. Ils veulent aller jusqu'à 2 nanos et en dessous du 2 nanos. Voilà. Et c'est top en termes de technologie. Donc autorisera l'Union européenne en cas de crise à bloquer les exportations. Pour moi, le CHIPS Act, c'est fondamental. C'est comme pour les infrastructures télécom ou de communication. Je pense que Thierry Breton est à la manœuvre. Oui, totalement. C'est son plan à lui. L'Atos, il connaît bien le sujet. On est sur de la souveraineté fondamentale. Et si on n'a pas les moyens de production, soit d'acteurs extra-communautaires, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on ait un acteur communautaire ou plusieurs acteurs communautaires qui soient capables de produire ça avec l'IP, donc la possession des brevets sur ces chips le plus rapidement possible. Et si ça doit mettre 20 ans, il faut s'y mettre maintenant. Mais pour moi, c'est un no-brainer, il n'y a pas à réfléchir. Il faut absolument que l'Europe soit souveraine sur les chips. Et c'est du domaine de la puissance publique. Elle est parfaitement dans son rôle quand... Elle est parfaitement dans son rôle pour s'assurer que d'ici 15-20 ans, on soit totalement souverain là-dessus. Sur des chips de nouvelle génération, ça me paraît le minimum. Probablement en 2 phases, avec premièrement de la production en Europe, localisée physiquement en Europe, de savoir-faire extra-communautaire, et puis tout de suite après, dans la foulée, et c'est ça le plus important, des productions d'entreprises communautaires dont les capitaux ne sont pas liés d'une manière ou d'une autre, soit aux États-Unis, soit à la Chine ou au Japon. Et il faut qu'on soit absolument souverain là-dessus. Ça me paraît la démarche, là, c'est quand même si Intel veut investir massivement, ils vont avoir le pognon quand même, Intel. Ah mais non, mais et moi, je trouve ça assez intéressant parce que tu as tellement de retard. Encore une fois, je n'oppose pas les deux. Je dis il faut faire les deux en parallèle, mais s'assurer que d'ici 15 à 20 ans, ils captent pas tout, quoi. On est quelques acteurs qui aient une part de marché accessible, qui soit réservée à ces acteurs communautaires, tout comme sur les autres couches de la chaîne de valeur IT, on en reparlera probablement. Ça me paraît fondamental. Bruno, ça tombe bien que tu as un truc à dire, parce que tu es là pour ça, figure-toi. Vas-y. La volonté, l'envie, le besoin, je trouve ça très bien. C'est des montants colossaux d'investissement, donc pour amorcer la pompe que la puissance publique européenne met au bout, je trouve ça bien. Mais alors, la dernière phrase de ce que tu as dit, pour moi, ça hypothèque tout. C'est-à-dire, en cas de crise,
On pourra bloquer les exportations. Voilà. Les garder pour nous, quoi. Bon, donc, comme non, les vaccins. D'accord. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es une entreprise chinoise ou russe, etc., bon, bah, tu vas jamais faire fabriquer par ces gens-là. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer demain. Si tu es une entreprise américaine, n'oublions pas, on est potes avec les Américains, mais enfin, c'est quand même notre plus gros ennemi. Non, mais c'est du donnant-donnant. Tu accèdes à un marché. Non, mais tu accèdes à un marché. Laisse-moi finir. Et donc, tu as des droits de production. Je comprends ton truc, mais laisse-moi finir. Moi, je pense qu'ils auraient dû dire l'inverse. Ils auraient dû dire, le politique n'est pas là-dedans et c'est indépendant du politique, moyennant quoi ça nous aurait donné des capacités beaucoup plus grandes en termes de capacité de production, de volume, etc. Et ce qui nous importe, c'est pas forcément d'abord d'aller faire chier les autres. Ce qui nous importe d'abord, c'est de garantir notre autonomie et notre souveraineté. Évidemment. On l'aurait eu pareil. Tu crois pas qu'avec ça, parce qu'on est quand même un marché conséquent, même si en fait je réalise pas tant que ça, parce que c'est ça qui est très très intéressant d'ailleurs, ce dont je ne me rendais pas compte, ce que disent des acteurs, parce qu'on a quand même ST Micro, Soitec, etc. Puis, en Italie, il y a aussi des acteurs importants. Le problème, c'est que notre industrie microélectronique, notre industrie est tellement détruite, en fait, il reste en gros que l'automobile quoi, comme gros acheteur, et l'automobile n'est pas un si gros acheteur que ça de plus, ce qui explique d'ailleurs pourquoi TSMC, le Taïwanais, en a pas fait sa priorité, et pourquoi il se retrouve encore aujourd'hui dans une crise d'approvisionnement dont ils ne sortent pas. Donc, tu ne crois pas que ça peut être, en disant ça, tu obliges aussi d'une certaine manière TSMC, Intel, etc., à venir construire des sites de production en Europe pour être sûr qu'ils pourront continuer à approvisionner le marché si jamais les choses devaient se tendre, tu vois ? Moi, j'aime bien l'idée, mais je pense qu'ils n'auraient pas dû mettre ce verrou politique à la sortie. Moi, je suis convaincu de ce que tu dis, Stéphane. Et puis, par ailleurs, je pense que le multilatéralisme politique est en train de s'imposer. On voit bien que les intérêts chinois, indiens, russes, japonais, américains, etc., tout ça diverge quand même allègrement. Les alliances classiques de la guerre froide sont beaucoup plus complexes aujourd'hui. Et donc ça va se traduire par des marchés qui sont accessibles. Et donc, des acteurs continentaux en Europe auront accès à ces marchés. On le voit bien sur l'armement. On a perdu les sous-marins pour les raisons qu'on a déjà traitées dans cette émission. On voit bien qu'on accède à d'autres marchés avec les Rafales. Et donc, de la même manière, puisque là, on est sur des sujets géopolitiques en réalité, pas uniquement technologiques, on va pouvoir accéder depuis l'Europe, parce qu'on a une position beaucoup plus neutre que certains des acteurs que j'ai cités, à des marchés gigantesques qui sont extra-communautaires. Donc, voilà. Erwan je crois non, mais c'est intéressant, chacun donne son point de vue, j'adore. Erwan, un mot là-dessus. J'ai une position médiale là-dessus. La souveraineté, comme dirait l'économiste Raoul Prebisch, argentin, c'est de choisir ses dépendances. Vas-y, cite-moi, parce que j'ai jamais entendu parler d'un économiste argentin, donc redonne-moi son nom. Il s'appelle Raoul Prebisch, il est économiste argentin dans les années, si je ne dis pas de bêtises, 50, 60, et en fait, il a eu beaucoup de travaux, notamment sur le commerce international. Il a alimenté les thèses, tout le théorème OLH, etc., les travaux de il a prolongé les travaux de Samuelson, etc. Et c'est très intéressant. Très favorable au libre-échange. Très favorable au libre-échange. Et en fait, il disait que la meilleure souveraineté, du coup, c'est de pouvoir choisir ses dépendances. Comment tu parviens à faire ça? En te hyper spécialisant justement sur certains domaines d'activité, notamment créateurs de forte valeur ajoutée. L'Inde, par exemple, l'Inde a lancé ce qu'on appelle la diplomatie du médicament. On se rappelle, 13 mars 2020, il bloque l'exportation de paracétamol dans le monde entier jusqu'au mois de mai d'après, ce qui déclenche en France, en Europe et en France notamment, cette volonté de dire il nous faut des usines de Doliprane un peu partout. Et cette diplomatie-là, et moi je reviens à ce qui était dit, cette nouvelle carte, ce nouveau multilatéralisme quelque part, il impose à l'Europe d'avoir là aussi quelque part un gage aussi d'échange. Si jamais demain l'Inde referme sur des adjuvants au vaccin en disant moi je ferme, on dira très bien, vous fermez, par contre vous n'avez plus accès à tel et tel des produits. Vu que l'Europe aujourd'hui est un marché purement de consommateurs et peu de producteurs sur ces grandes valeurs-là, on n'a pas la possibilité justement de choisir nos dépendances parce qu'on est dépendant absolument à tout. Et donc du coup, par de ce fait, on n'a pas de souveraineté. Intéressant. Mais dans ce cas-là, faut pas le dire. Mais oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire qu'on va bloquer. Mais après, je suis d'accord sur les politiques, bien sûr. Etc. Mais tu dis surtout pas. Bon, après, alors là, on dérive sur l'art de la guerre, en fait, finalement. Oui, d'accord. Ben ouais, mais okay. Moi, je suis quelqu'un d'autre. Je suis en Chine, je suis en Russie. En tout cas, je ne compte pas d'abord sur un fournisseur européen. Est-ce que je sais qui peut me bloquer ça, Bruno, je ne crois pas. Enfin, ils comptent tous sur vachement trop théorique. Ils comptent tous sur un fournisseur taïwanais, Bruno, dont on sait très bien la fragilité quand même. C'est un fournisseur taïwanais qui fait 60% du marché. Mais pour le moment, Taïwan ne fait que de l'exportation partout. Et donc c'est son truc, l'exportation. Il ne peut pas bloquer Taïwan.
Donc au contraire, Taïwan ne peut rien bloquer. Maintenant, avec la Chine, ça change, mais Taïwan ne pouvait rien bloquer. Bon, il faut qu'on marque une pause. On repart, les amis, on repart. Alors, Luc, donc spécialiste RH, Next Gen Enterprise Summit, ce sont des RH, ressources humaines. Et donc, tu as posté sur LinkedIn, c'est Welcome to the Jungle qui t'a fait faire ça, Oui, c'est ça, oui. À la lumière. Je suis expert de leur lab. Voilà, à la lumière de la phrase de Macron, emmerder les non-vaccinés. Donc, question, est-ce qu'un manager doit être emmerdant? Est-ce qu'on peut manager en emmerdant? Et tu as une réponse double. J'ai une réponse double parce que je pense qu'effectivement, un manager peut être amené à emmerder son organisation pour tenir un cap, pour tenir bon face aux cordes et aux forces de rappel qui sont naturelles. C'est-à-dire que de façon quasi pavlovienne, et c'est pas du tout négatif, mais on a tendance à se dire que ce qu'on connaît rassure, ce qu'on a toujours fait, c'est la bonne façon de faire le business. Ça me fait penser un petit peu aux financiers quand ils parlent de business, ils regardent le rétroviseur, forcément, puisque c'est des financiers, ils comptent des chiffres, et donc les prévisions sont toutes fausses. Tout à fait. Et donc prévoir un business par le rétroviseur, c'est toujours la certitude, comme la peau de chagrin, d'arriver à zéro assez rapidement, puisque l'économie de l'innovation dans laquelle on est renouvelle les sujets. Et donc le manager, là, il doit être emmerdant. Donc là, le manager, le leader qui incarne la raison d'être, qui incarne le cap, il doit tenir bon contre vents et marées face à ces forces de rappel qui sont internes et qui sont aussi sur le marché, qui lui disent qu'il va se planter, que ce qu'il fait est faux, qu'il n'y arrivera jamais, évidemment, puisque ça n'existe pas, donc il n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Il crée quelque chose de neuf. Donc ça c'est le principe même de l'innovation. Il faut tenir bon, il faut avoir un petit peu de colonne vertébrale, il faut y croire là où les autres n'y croient pas. Donc ça, c'est le côté emmerdant, parce que il faut être têtu, il faut être robuste. Et puis, à côté de ça, je pense que les modes de management aujourd'hui ne se satisfont plus des autocrates, en tout cas dans le daily business, c'est-à-dire la façon d'opérer quotidiennement comment l'équipe fonctionne. Et là, il faut au contraire beaucoup de subsidiarité. Moi, je crois beaucoup dans la subsidiarité pour que les talents s'expriment dans leur zone de responsabilité. Ça va très bien avec les modes agiles qui itèrent en permanence avec leurs clients internes et externes. Et là, il faut foutre la paix aux gens, foutre la paix aux Français, mais foutre la paix aussi aux gens qu'on manage à condition qu'on les ait placés sur leurs bons sujets de prédilection, qui puissent s'éclater, s'exprimer. Mais tu vois, Luc, en fait... Et là, on a une bonne balance. Ouais, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, tu as résumé ce qui me gênait avec cette phrase de Macron, c'est qu'en fait, il a été... l'emmerdant comme il ne faut pas l'être, rester assis pour boire un coup dans un bar et vous ne mettez pas debout. Dans le quotidien, ouais, et pas du tout entraînant sur la vision, une perspective, sur une vision, sur un truc comme ça. Mais Bruno, j'ai pensé furieusement à toi. Je veux dire, c'est ce qu'on avait décrit, puisque toi, tu cherches another brain, une autre façon d'aller dans la course à l'intelligence artificielle, et tu me décrivais avec tes équipes sans arrêt, alors maintenant, c'est peut-être... mais c'est vrai, sans arrêt te ramènent dans le lit commun de la recherche, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu dis, j'ai beaucoup aimé ça, mais avec une acception de emmerdant au sens décoiffant, perturbant. C'est ça. Et ça, après, il y a des questions de communication. Moi, je pense que Macron, il a bien visé sa communication, il savait ce qu'il faisait, donc c'est un autre sujet. Après, c'est de l'ordre de la communication. C'est vrai aussi. Mais c'est une évidence. Oui, mais j'aime bien la façon dont le lit Luc, parce que j'avais pas pris conscience. T'es forcément obligé quand même d'être emmerdant dans ta quête permanente de rester sur ce sillon-là, les mecs, et n'allez pas sur celui du voisin, quoi. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors j'ai deux choses à dire par rapport à ça. D'abord, il y en a une qui fait peut-être le lien avec un autre sujet, si on parle de Sigfox. Quand tu parlais de la schizophrénie du CEO, de l'entrepreneur, qui est obligé d'être têtu, qui est obligé de tenir à ses trucs, parce que contre vents et marées, on veut l'expliquer que c'est autre chose qu'il faut faire. Mais en même temps, il faut qu'il soit têtu, mais il faut qu'il soit à l'écoute. Donc voilà, ça donne une espèce de schizophrénie. Et puis l'autre sujet, par contre, avec lequel je ne suis pas complètement d'accord quand tu parles du management, de la façon de manager, etc. De base, mais je suis intimement convaincu, il n'y a pas de bonne façon de faire.
Chacun a sa façon de faire. Il y a plein de façons. Il y a des façons très différentes. Et moi, j'ai vu des managers de grands groupes internationaux, mondiaux, japonais ou taïwanais, qui micromanageaient et ça marchait putain de bien. Donc après, j'ai lu les bouquins d'un Steve Jobs dont on ne peut pas dire qu'il ne micromanageait pas sur les sujets. Et donc voilà. Donc en fait, moi je suis pas à dire il faut pas. Ce qu'il faut faire en management, il faut être comme t'es. Et puis après, il y a des gens qui sont compatibles avec ça et d'autres qui ne le sont pas. Mais il faut être comme t'es. Erwan? Moi, je me régale. Oui. À la place des téléspectateurs, je me régale. Tant mieux, moi aussi. Tant mieux. Tu nous as envoyé quelques chiffres justement à commenter dans l'étude publiée notamment dans les Échos sur le lié justement aux managers. Donc c'était l'étude qui a été faite sur 4000... Sur les défis des patrons de PME, voilà, tout à fait. Qui vient aussi avec le management. Il y avait deux chiffres et qui rejoignent un petit peu ce qui vient de se dire. Il y a deux chiffres sur le côté emmerdant. 17% des managers seulement recourent au télétravail, mais 80% des managers ont du mal à recruter justement des effectifs. Le côté, sur le télétravail, le côté emmerdant, très rigide, ça s'est beaucoup vu. On a eu, il y a beaucoup de témoignages qui apparaissent même dans la littérature académique maintenant sur effectivement une perte de productivité qui a eu lieu justement parce que le manager était encore plus présent en télétravail, à fliquer presque. Il y en a qui ont inventé des pointeuses électroniques. Donc c'est à mon avis tout ce qu'il ne faut pas faire en management. Mais d'un autre côté, se priver justement de l'outil télétravail, alors qu'on a des difficultés de recrutement, moi je trouve ça un petit peu contre-productif parce que le télétravail permet justement d'élargir son bassin de recrutement. Tu as des entreprises aujourd'hui qui sont basées à Strasbourg et qui recrutent des talents qui sont à Agen, qui disent vous venez à la limite une fois par mois dans nos locaux pour voir les équipes, mais le reste vous êtes en full remote et ça marche très bien. Donc il y a aussi des nouveaux défis qui apparaissent et il y a aussi peut-être une flexibilité à avoir sur certains managers, que ce soit du micro ou du macro-management, mais aussi accepter qu'il y a des nouvelles aspirations chez les salariés, il y a des nouveaux outils qui sont là et c'est pas parce que justement on n'a pas le salarié en visu de 8h à 16h tous les jours ou de 8h à 17h que le mec ne travaille pas, au contraire. Mais tu sais Erwan, mais allons-y sur cette étude, ça c'est l'un des grands tabous autour du discours libéral ou du discours de droite sur les patrons français. Le seul qui a eu le courage de vraiment dire les choses, c'est Thibault Langsade. Sur, la médiocrité d'une grande majorité de nos chers patrons de PME. Et effectivement, donc, juste quelques petits chiffres, et évidemment, je vous donnerai la parole. Donc, 17% seulement ont mis en place le télétravail, et 82% d'entre eux n'ont déployé aucune mesure en matière RSE. Ouais, c'est catastrophique. Luc. Alors, pour rebondir sur ce que disait... Catastrophique, je ne sais pas, mais en tout cas, il devrait se poser des questions. Il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a du potentiel. Mais pour rebondir sur ce que disait Bruno sur les modes de management, tu as raison. C'est-à-dire qu'on peut être en mode de management directif et l'équipe peut adorer ça et ça fonctionne très bien. Pareil pour le mode participatif et pareil pour le mode autonome, si je le fais schématique. Nous, on fait des audits de maturité managériale chez NextGen avec un outil qui est issu de la recherche qui s'appelle OpenDecide. Il y a plus de 1000 équipes qui sont passées à la moulinette de ça et on voit des équipes directives, en management directif, qui sont super performantes. Donc le sujet, c'est pas tellement d'avoir un jugement de valeur sur le mode de management. Je suis tout à fait en phase avec toi. C'est par contre de voir, et tu le disais Erwan, quelle est l'aspiration de l'équipe. Est-ce que je suis en train de frustrer mon équipe ou est-ce que je l'amène sur son degré souhaité de liberté? Et aujourd'hui, faute est de constater qu'une grande majorité des équipes dont on fait l'audit de maturité, elles apparaissent vouloir évoluer quand elles sont en directive vers le participatif, quand elles sont dans le participatif vers l'autonomie. C'est une tendance, encore une fois. Mais il n'y a pas de jugement de valeur. Tout peut fonctionner très très bien. Après, sur cette enquête des Échos sur les PME, bon, sur l'impact... Alors, juste, il faut que je cite, c'est un groupement d'experts comptables qui s'appelle Cercle Perspective, et c'est quand même sur 4400 réponses. Très significatif. Très très significatif, c'est pour ça que c'est intéressant. Bon, nous, on le voit en France, sur les modes managériaux, on est quand même loin de ce qui se pratique ailleurs en Europe. J'ai souvent parlé des gens qui, à mon sens, sont quand même en avance sur nous, sur les futures pratiques, aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays du nord de l'Europe, également en dehors de l'Europe. Sur l'impact, 80%, c'est quand même assez incroyable. 80% qui rencontrent des difficultés à trouver des candidats. Oui, sachant que de toute façon, aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre sur les impacts environnementaux, en particulier carbone, sont en train de faire ruisseler une nécessité de comptabilité sur ces sujets. Donc de toute façon, ça va arriver très très vite, il faut s'y préparer. Et puis que
50%, donc nous on va sortir notre baromètre NextGen de l'innovation managériale qui montre que 50% des salariés aujourd'hui dans les entreprises vont devoir se reskiller, donc se requalifier d'ici 2025. C'est colossal, c'est 1 sur 2. Mercer et ADP le montrent également. Et on a 78% des salariés qui sont prêts à se requalifier parce qu'ils savent que ça va être le facteur clé de leur employabilité. L'employabilité, c'est ce qu'on va chérir le plus à l'avenir. Et c'est ce qui va permettre de se porter sur les missions qui nous font rêver le plus, qui font que le matin, on a envie de se lever et d'y aller, au-delà du salaire, qui est plutôt un prérequis qu'une fin en soi. On le voit bien, et pas uniquement avec les gens des nouvelles générations. Et j'ai relevé, moi, dans le baromètre également NextGen, c'est le baromètre Ola Spirit Anéo NextGen, que un salarié sur 7 était en souhait, là maintenant, de changer de secteur. Donc on a le problème de requalification et on a aussi le sujet qui a été provoqué par le Covid, Erwan en a touché un mot, de vouloir se porter sur des secteurs plus sexy, plus intéressants. Si notre ami hôtelier était là, il le dirait aussi. Donc c'est vrai pour les métiers de l'hôtellerie, du BTP, du commerce et bien d'autres. Donc c'est... Yes. Voilà. Bruno, là-dessus, sur ces éléments-là, Non, moi, rien de particulier. C'est intéressant. Juste, ajoutons quand même, parce qu'il faut pas. L'essentiel, c'est ils ont une patate d'enfer, quoi, nos patrons de Alors PME. ça, oui. Mais non, mais Alors ça, je m'y retrouve aussi. en ce ben moment. voilà, Ouais. tu vois. Donc optimisme inédit, très confiants sur leur croissance, leur solidité financière, l'avenir de leur entreprise, confiants dans leur capacité de production dans les 3 ans qui viennent, malgré les pénuries et les hausses de coûts. Et enfin, pardon, ça va devenir une espèce de phrase toute faite, mais enfin, le contraste avec le catastrophisme permanent qui entoure notre campagne présidentielle a quelque chose d'un petit peu désespérant, quoi, voilà. Oui, Luc, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? En complément de ces chiffres, moi j'ai lu l'étude de KPMG qui a interrogé les chefs d'entreprise en France. 71% des chefs d'entreprise interrogés ont conscience d'être tenus personnellement responsables des progrès dans le domaine de la diversité, de l'inclusion et de l'impact. Et donc, je pense que... Ils n'ont pas interrogé les mêmes. Non, mais peut-être que la prise de conscience, elle est faite. Je pense que les patrons de PME ne sont pas plus idiots que les autres, loin s'en faut. D'ailleurs, c'est pour ça que leur PME est là. Par contre, après, c'est comment je mets en œuvre, comment je passe à l'action. Le passage à l'action, aujourd'hui, on n'y est pas. Et Luc, tu sais, enfin, bon, je parle à beaucoup d'entre eux. Hein. C'est ce que je dis assez régulièrement. Si tu cherches une caractéristique d'un patron de PME, c'est d'abord qu'il n'a pas le temps. D'abord, il n'a pas le temps. Il est dans une gestion d'urgence permanente absolue. Il n'a pas le temps parce qu'il veut tout faire. Peu importe, en tout cas, il n'a pas le temps. C'est lié au mode de management. Et oui, sans doute, il y a la perception de l'urgence climatique. Après, il y a aussi, je crois, pour eux, la perception de « mais qu'est-ce que je suis, moi ? Qu'est-ce que je représente ? Ok, je suis conscient qu'il faut faire quelque chose, mais j'ai pas le temps. Et puis moi, je représente rien, donc on verra ça. Moi, je pense qu'il faut regarder ça aussi comme une opportunité. Quand tu as l'essentiel des PME qui sont pas encore au rendez-vous sur ces sujets-là, c'est aussi une manière de se différencier. Tu as raison. Et en termes de marketing, c'est une bonne idée que de s'y mettre dans les premiers pour aller chercher les marchés et probablement des marchés supérieurs à ceux qu'on adresse habituellement. Et aujourd'hui, encore une fois, tous les grands donneurs d'ordre, que ce soit l'État ou les grands comptes en France, intègrent ces critères dans les appels d'offres. Et c'est plus du tout anecdotique. Tu voulais parler de Sigfox ? Ah, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse énormément. Sigfox, en plus, on a été. Hyper intéressant. Luc était chez Orange, donc au moment où Erwan Lenohan, au moment où Ludovic Lenohan portait Sigfox. Et moi, j'ai été pris de passion, je peux le dire, par Ludovic. Technologie. Ah, mais la technologie, j'ai jamais rien compris. Mais il y avait un gars incroyable qui me parlait de 0G, qui me parlait d'aller choper l'énergie des étoiles et d'aller choper l'énergie qui était tout autour de nous dans l'atmosphère.
Je trouvais ça incroyable. Et puis j'avais en face Luc, les gars d'Orange, qui débarquaient en disant mais on va faire la 5G, qu'est-ce qu'il veut faire, tout va monter sur la 5G, etc. Et Laura. Et Laura, ouais, voilà, c'est ça. Le C'était problème... votre alliance avec Bouygues Télécom, ça Alors, Laura, c'est un open source mondial. Protocole, oui, voilà, c'est donc ça. C'est ça qui, en fait, est le péché originel de Sigfox. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Ludovic. Puis, comme je recevais tous les jours un appel pour investir dans Sigfox ou pour recommander qu'Orange le fasse, au bout d'un moment, je dis attendez les gars, arrêtez de m'appeler parce que je pense pas qu'un protocole propriétaire, et Ludovic est un gars génial, enfin je l'aime beaucoup, Cédric Georgie aussi qui travaille avec lui, enfin l'équipe je la connais bien, ce sont des gens formidables. C'est pas, le sujet est pas là si tu veux, mais simplement ils se sont agrippés à quelque chose de propriétaire là où moi je voyais revenant de Las Vegas, du CES, Laura qui était un protocole ouvert, open source, qui faisait le job comme Sigfox, mais qui était ouvert et que tous les opérateurs du monde allaient adopter progressivement. Et ça a été le cas non seulement en France, mais largement à l'international. Et aujourd'hui, Laura a écrabouillé en matière de magnitude ce que fait Sigfox. Mais c'est normal, enfin, c'était prévisible en tout cas. Moi, j'ai eu aucune surprise là-dessus. Donc, je ne voyais pas trop comment ils allaient s'en sortir s'ils n'étaient pas interopérables, puisque la grande qualité des opérateurs qui ont beaucoup de défauts, qui sont assez conservateurs, craintifs, pas forcément super innovant toujours, etc. Je connais ça par cœur aussi, je le prends sur mes épaules. Mais quand même, la grande qualité des opérateurs, c'est l'interopérabilité. Ce qui fait que quand tu passes un coup de fil depuis Paris à New York, et ben ça passe par des réseaux qui appartiennent à des propriétaires différents, mais qui parlent le même langage. Et cette interopérabilité, on la retrouve dans l'open source et sur des fréquences qui ne sont pas attribuées par l'État et qui ne sont pas l'objet d'enchères, qui sont vraiment le sujet du narrowband, en particulier de Sigfox et de Laura. Et donc c'était ça l'opportunité extraordinaire, c'était de disposer de fréquences qui étaient libres en réalité, avec des impératifs de qualité de service, donc de temps réel qui n'étaient pas recherchés parce que 90% de l'IoT, donc des C'était pour les objets connectés. Voilà. Réseau, il faut le préciser. N'ont pas besoin du temps réel, n'ont pas besoin de supporter de la vidéo et par peuvent contre, ils envoyer ont besoin de consommer très peu d'énergie. C'était voilà. ça le Eh bien là, il fallait probablement aussi trouver de l'interopérabilité. Je pense que Sigfox, la stratégie originelle était pas bonne là-dessus. C'est en tout cas moi ce que j'ai défendu quand on m'a demandé mon avis. Et qui fait aujourd'hui, en dehors du fait que l'IoT s'est développé moins rapidement qu'on le pensait, mais je pense que ce n'est pas le sujet essentiel. Et après, sur la 5G, tu as raison, il se trouve qu'aujourd'hui, la 5G emmène nativement la capacité aussi de traiter ces sujets, et cette fois-ci avec le temps réel, et cette fois-ci avec la qualité de service de fréquences attribuées par les États. Mais plus d'énergie. Et plus d'énergie. Plus d'exigences. Oui, mais c'est le problème. Mais ça change tout. Donc, si tu veux, entre Laura et la 5G, Sigfox s'est fait écrabouiller, il n'y avait aucune place. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a d'autres raisons qui ne sont pas liées à ça, que si Orange avait sauté sur l'occasion et il y avait des choses à faire, ça aurait changé la donne pour Orange. Mais on les a fait, mais avec une autre techno. Il ne l'aurait pas voulu. Mais... il a d'autres sujets sur les CAPEX, etc. C'est un mec bien, qui a une techno brillante, qui aurait pu faire des choses vraiment. Pour moi, s'il était tombé maintenant, au lieu de tomber il y a 5 ou 10 ans, quand les investissements étaient beaucoup bien inférieurs, maintenant on est sur des investissements d'investisseurs bien supérieurs. Et donc, il aurait pu supporter ses capex et donc il aurait pu continuer à déployer. De toute façon, il a trouvé. Moi, je suis pas si. De toute façon, il a trouvé tout l'argent. À dire qu'il s'est trompé dans ses choix. Il a trouvé tout l'argent qu'il voulait et ça n'a pas fonctionné. Ouais. Il n'y a pas eu de problème de levée. C'est vrai. Il a trouvé. Vraiment. Non, Bruno, ne fais pas ta mauvaise tête là. C'est factuel. Il a trouvé tout l'argent qu'il voulait, tous les supports publics qu'il voulait. Bien sûr. Il avait lui aussi des méthodes. Enfin, il a des méthodes de management quand même très particulières. C'est pour ça que ça lui faisait penser. Tu y pensais toi-même. Ouais. Ça, c'est sûr que ça ne doit pas être toujours très très facile d'être en désaccord avec lui, je pense. Voilà. Ouais. Donc, non, mais c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant dans l'espèce d'euphorie un petit peu béate autour de nos licornes, de rappeler que même si Sigfox n'a jamais été une licorne, mais aujourd'hui elle le serait évidemment. Bon, bah derrière, et en même temps, c'était pas non plus une appli pour faire des courses plus vite sur Internet, quoi. Il y a un vrai projet industriel derrière tout ça. Avec quoi on va finir, les amis? Tiens, les maths.
Ah, tu veux finir avec les maths ah bah vas-y, alors vas-y, finis avec les maths. Non, je crois que Finis avec les maths, on y va. Bruno et moi, on aime bien Roussel, mais les maths, c'est plus important, c'est plus intéressant. Roussel aussi, ça. Non, mais ça... Le candidat communiste sans fossile, sans marteau, sans rouge, sans rien, il n'y a plus rien. Non, juste, tu me permets, on parle des maths, Oui, mais bien juste sûr. je veux montrer, si tu pouvais montrer, parce que j'y réfléchissais comme ça, le Roussel, parce que ça s'appelle tu vois, voilà, c'est ça la campagne du Parti communiste français aujourd'hui. C'est quand même exceptionnel, quoi. Donc, voilà, c'est tout, il n'y a plus de fossiles, il n'y a plus de marteau, il n'y a plus de rouge, ça s'appelle la caravane du bonheur. Et Bon, moi, voilà. je suis comme toi, je fais une grande différence entre Roussel. C'est un mec qui a du bon sens, c'est un bon gars, c'est un mec bien. Et donc, on a envie, quand il dit des trucs, on se dit, mais il a raison, indépendamment du programme qu'il défend et de la politique, etc., etc. Donc, il y a une espèce de dichotomie entre les deux. Mais c'est bien quand on a un candidat quelque part qui est plein de bon sens. Bruno, retraite-toi 60 ans, Non, mais SMIC à évidemment, 2000 mais là, je euros. parle Ah du bah, programme. quoi, évidemment. Non, mais je suis pas communiste et je voterai pas communiste. Mais non, mais tu dis quand on l'entend, il a raison. Non, il a pas raison. Il y a non, tout un tas retraite de à sujets 60 sur ans. lesquels c'est un Même mec Marine sain. Le Pen doit revenir en arrière, tu vois, sur la retraite à 60 ans, quoi. C'est juste Je parce parle que... pas de son programme, Non. je parle de l'individu. Eh ben, c'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, il diffuse du bonheur. Bah, Oui. Voilà. Mais c'est même pas du... je suis d'accord avec ce que dit Bruno. Moi, j'apprécie écouter Roussel, sauf quand il parle d'économie. Bien sûr. Mais là, je me rappelle un petit peu. Mais on en est quand même... Enfin, c'est aussi le symptôme. On est dans un tel marasme, dans un tel abêtissement de la classe politique que dès qu'un mec nous dit il faut que les classes populaires aient accès à de la bonne viande et qu'on retrouve le sourire, etc., on trouve ça exceptionnel. Enfin, normalement, ça devrait être une voie complètement marginale, mais il est noyé, il est entre les complotistes, petits candidats qui nous disent que c'est un complot, machin et tout, et la sinistrose totale civilisationnelle et la technocratie à son paroxysme avec certaines candidates. Et les agendas cachés, Mais les c'est gens ça, qui mais jouent c'est- des rôles. En fait, c'est plutôt le fait que tout le monde le trouve sympathique. D'ailleurs, c'est plutôt les mecs, les libéraux, les mecs de centre droit qui le trouvent très sympathique C'est vrai. que les gens de son propre camp. C'est aussi parce qu'il y a une manifestation, il y a une sinistrose absolument globale et un appauvrissement total de la classe politique. Mais c'est un symptôme. Mais je trouve que c'est un plaisir de l'entendre. Effectivement. Ouais, voilà, ça y est. Bon, alors les maths. Donc, on en a parlé hier. Jean-Michel Blanquer qui est prêt à corriger sa réforme du bac. Retour du bac, donc, dans le tronc commun. Les profs de maths étaient montés au créneau. Voilà, moins de 60% des élèves de terminale étudiaient encore les maths, donc en terminale. Je trouve le sujet est passionnant parce qu'il vient conclure tous les débats qu'on a ouverts ce soir. Alors, vas-y. Il y a, la France est un pays qui a fourni parmi les plus grands mathématiciens de tous les temps. Du siècle précédent. Mais même de tous les temps. Même de tous les temps, Blaise Pascal, absolument. Aujourd'hui, la France est 20e au classement PISA en mathématiques, 19e en numératie chez les adultes, de l'OCDE. Hein, et on a remarqué, on a fait un petit calcul à Sapiens, on a remarqué qu'en fait, il y avait une corrélation presque parfaite entre la dépense, la DIRD, la dépense intérieure en recherche et développement, et le niveau des élèves et des adultes en mathématiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les pays qui sont les plus performants dans un domaine et dans l'autre, donc en dépenses de R&D et en dépenses de R&D mixtes, hein, public et privé, et niveau mathématiques, c'est Japon, Corée du Sud, Israël, États-Unis, et voilà. Et quelques pays nordiques. Chine aussi. Hein. Et alors Chine, moins niveau PISA. Vas-y, reviens sur nos maths. Et donc du coup, pardon, sur moi, mais ce qui est intéressant, c'est en fait, on est devenu un pays producteur et consommateur uniquement de services, avec un pays dont la dépense publique a explosé sur le fonctionnement. Notre dépense de R&D s'est sclérosée, et à mesure en fait qu'elle se sclérosait depuis 1996, elle a augmenté de 0,08 points. Celle des Belges, 1 point. Celle des Allemands, 1,3 points. On s'est fait dépasser par les Autrichiens et par les Belges. Et en fait, notre niveau en mathématiques, c'est progressivement, on est passé de la 8e à la 20e place dans le même temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une nation... On ne sait pas quelle est la variable expliquée ni explicative, notre modèle économétrique. C'est ça qui est assez intéressant. Est-ce que c'est parce qu'on est très fort en R&D que du coup, on a un retour sur investissement chez les élèves parce que quelque part, nos élites se disent aussi... Je comprends, c'est la poule et l'œuf. Ou alors, voilà. Et donc, mais en tout cas, il y a un lien. Il y a un vrai problème. Mais ce problème-là, malheureusement, il va en s'accélérant. Depuis 10 ans, le nombre d'élèves qui ont suivi un enseignement Bac plus 5 lié aux sciences ou aux maths a baissé d'1 point. Celui qui a suivi en économie a baissé de 4 points. Ceux qui ont suivi un enseignement en lettres et sciences humaines, ce qui sont des matières très nobles, mais a augmenté de 10 points. Ce qui veut dire qu'en fait, la société française, aujourd'hui, non seulement on est très mauvais en maths, non seulement le nombre d'heures d'en maths a diminué de 30% au bac, mais en plus de ça, les futurs cadres dirigeants, grandes écoles, universités, suivent des parcours littéraires et sciences politiques Plutôt pas maths, oui.
Et donc, du coup, ça veut dire que derrière, demain, on a des leaders, des chefs d'entreprise et des leaders politiques qui n'ont pas de maîtrise du bagage scientifique et donc, du coup, ne seront pas à même de déclencher les décisions d'investissement, que ce soit dans les boîtes ou au niveau de l'État pour justement augmenter cette R&D-là. Et un autre problème social qui est plus la diminution du niveau en mathématiques et en sciences, est propice au développement des tests complotistes. Attends, le sujet, le sujet, c'est la réforme du bac. Non, mais ça va te faire. Ça va te faire. Décrit là, c'est avant le bac. Non, mais ça va te faire. Mais ça va te faire parce que si jamais tu diminues l'enseignement en maths, tu diminues le niveau global, tu diminues aussi le nombre de personnes qui vont. Tu diminues pas le niveau global. Je suis pas d'accord avec ça. Si tu crées des premières et des terminales d'expertise, tu diminues pas le niveau global. Tu diminues dans le sens où en fait tu vas avoir une petite élite qui va justement maîtriser l'enseignement global des mathématiques. Quoi qu'encore dans le niveau OCDE, on voit que le nombre d'élèves qui maîtrisent les niveaux 3 et 4 est passé à 8%. 3 et 4, c'est en gros ceux qui sont capables de faire un Lagrangien, simplement. Du coup, en fait, ces personnes-là, on est passé de 15 à 8% d'une classe d'âge. Et donc, du coup, tu diminues non seulement le niveau global, tu diminues aussi la qualité de l'élite et tu diminues aussi la compréhension du fait scientifique. Et donc, du coup, c'est un appétissement global. Dernier chiffre, les inscrits au CAPES l'année dernière, 1167 places ouvertes en mathématiques, 1067 candidats pris. Et on pareil, a pris pareil 90%. Pareil sur les classes préparatoires, il y a plus de places que de candidats. Il y a plus de places dans les écoles d'ingénieurs que de candidats qui sortent des écoles préparatoires. C'est un drame. Le rôle modèle scientifique en France n'existe plus. Les gens ne veulent plus faire ça. Ils veulent plus se faire mal parce que les maths, c'est quand même... Il faut bosser et c'est quand même des filières d'élite. Et quand les rôles modèles, je partage tout à fait ton analyse, quand les rôles modèles de la société pivotent, ce qui est en train de se passer, c'est dramatique pour la suite. Parce qu'effectivement, les gens ne comprennent plus même la structure même du monde dans lequel on vit. On est dans un monde numérique. Non, mais vous nous... Alors, c'est très intéressant. Vous êtes d'accord sur le fond, mais vous ne mettez pas le sujet au même endroit. Voilà, les discours généraux, effectivement, sur l'intérêt des maths. Non, là, c'est une réforme qui avait justement pour but d'essayer de remonter au maximum le niveau de ceux qui pouvaient être encore en première intéressés par les maths. Moi, je crois que c'est, tu sais, puisqu'on cite les économistes, c'est l'incarnation de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. Bastia, ouais. Tu vois, voilà. Mais je pense que c'est lié parce que si jamais du coup... Ce qui se voit, c'est qu'on se dit, il y a plus de mômes qui vont faire des maths. Ce qui se voit pas, c'est qu'en fait, ils vont moins bien faire des maths. Ils vont moins bien faire des maths. Et derrière, tu diminues l'habitus et le surmoi mathématicien de chacun. Parce que les mathématiques, c'est pas parce que tu as une petite élite qui maîtrise les maths. Enfin, les plus grands philosophes étaient des mathématiciens avant tout. Parce que c'est lié. Les plus grands linguistes sont des mathématiciens. La science du langage, parce que c'est tout simplement une équation, chaque phrase. Le problème, c'est que derrière, tu diminues cet habitus-là. Du coup, tu as moins de profs qui sont disponibles pour ces carrières-là. Du coup, le public diminue les salaires des profs. Du coup, tu as des salaires d'entrée des profs. On va finir avec la dernière. Tu as des salaires d'entrée de profs qui, du coup, sont plus bas. Donc, du coup, c'est les moins bons qui vont faire prof. Donc, du coup, ces moins bons-là vont se retrouver dès le primaire, etc. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Le bac, en France, c'est ça qui régule quelque part aussi et qui pivote le modèle. Voilà, salaire des profs rapporté au SMIC. Voilà. C'est pour ça que la proposition d'Hidalgo était parfaite, mais très mal expliquée. Elle a tué pour les 10 prochaines années cette mesure-là parce qu'elle ne l'a pas travaillée. Mais c'est... Non, mais c'est un tout. Et le problème, c'est que ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et derrière, tu as toutes ces implications-là. Et c'est ça qui explique notre décrochage. Bruno, il nous reste 50 secondes. Parce que toi, tu es en plein dedans. Moi, je trouve les gens. J'ai pas de problème à trouver des gens. C'est pas une question de salaire, parce qu'on paye bien moins bien que les Américains. C'est pas une question de... Donc, on trouve les gens. Donc, voilà, c'est pas le... Bon, mais moi, je suis sur un cas particulier. À l'arrivée, il faut revenir ou pas sur cette réforme? Oui ou non? Réponse compliquée. Oui ou non? Parce qu'il reste 20 secondes, Luc. Augmenter le salaire des profs, oui. Diminuer le nombre de personnes dans l'éducation nationale qui ne voient jamais de gamins, oui. Moyennant quoi, on peut concentrer les salaires sur les autres et augmenter significativement et sélectionner, apprécier, valoriser les bons et pas les mauvais. Et il faut faire une réforme globale de la maternelle au bac plus 7. Le problème, c'est que chacun des cycles se réforme à 3 ans d'écart à chaque fois. Donc les externalités produites par une réforme ne sont pas prises en compte dans la réforme d'après. Il faut faire un truc global en une fois. Merci à tous. Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi.